Bonsoir la France. Bienvenue chez La Pérouse pour une nouvelle conversation avec cette semaine Marin de Viry, qui vient nous parler de son nouveau roman intitulé Le continent masculin, lequel est publié aux éditions Le Rocher, du Rocher, pardon. Et à côté de Marin de Viry figure son éditeur Arnaud Leguerne. Bonsoir également à vous Arnaud Leguerne. Bonsoir. Vous êtes également romancier d'ailleurs, vous n'êtes pas qu'éditeur. Lointainement. Oui. Merci à tous les deux d'être présents. On va parler de Marin pendant toute l'émission, mais comme vous le savez, il y a au début de l'émission une publicité. Et cette semaine, c'est vous, Arnaud Leguerne, qui avez acheté l'espace avec de l'argent sale. Monégasque. Donc vous allez nous parler cette semaine je vous laisse, vous avez droit à 1 minute d'espace payant. J'enlève l'oreillette, parce que cette émission se fait sans oreillette. Vous pouvez enlever la vôtre, Marin. Cher Frédéric, cher Marin, chers amis des conversations chez La Pérouse et du Figaro Télé, l'évidence, la facilité même aurait été que je réponde précisément à la demande de Frédéric, célébrer à la manière d'un publicitaire la dernière création romanesque de Marin de Viry, Le continent masculin, 240 pages vendues au modeste prix de 19,90 €, que j'ai le plaisir d'éditer au Rocher. Mais une telle célébration, m'a soufflé Marin, serait superflue. Et pour plusieurs raisons, je ne peux pas lui donner tort. Petit 1, le succès de son roman ayant été immédiat, cette bonne vieille technique commerciale chère à tant d'éditeurs et d'écrivains, déjà un succès, ne soyez pas le dernier con ou la dernière conne à vous en rendre compte et à le lire, inutile d'en rajouter. Oui, mais à ce moment-là, on annule l'émission. Ce n'est pas fini. Ah, pardon. Petit 2, depuis que j'édite Marin, pas un jour ne passe sans que je lui dise le rassurant, le stimulant à la fois qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est brillant, fils spirituel de Anna de Noailles et de Karl Marx, ou de Marie de Régnier et Paul-Jean Toulet. Petit 3, je ne pourrais pas dire plus de bien du continent masculin que deux grands, par la taille et par le talent critique littéraire, Étienne de Montetti et Frédéric Becbédé, qui, pour saluer l'œuvre de Marin de Viry, ont convoqué pêle-mêle Laclos, Marivaux, Houellebecq, Cervantes, Lamartine et Sandrine Rousseau. En fait, non, pas Sandrine Rousseau. Marin m'a donc encouragé à profiter de ces quelques minutes pour rappeler qu'au Rocher, je cite le baron de Viry, vous ne publiez pas que des écrivains d'une folle élégance, mais déjà dans la seconde moitié de leur vie, pour ne pas dire vieillissant, ou des écrivains à particules de Viry, des déserts de Saint-Vincent, en attendant de Lagrange. Le Rocher est l'éditeur de la jeunesse, même quand cette jeunesse s'intéresse à des morts, toujours très vivants, snobisme oblige. Dixit Marin, je sais de bon cœur. Faites attention, votre minute est écoulée. Je vais vous facturer un peu plus cher. Là, le compteur tourne. Le compteur tourne. L'argent de Monaco est là sous la table, Frédéric. C'est ainsi que Marin est grand, on sait dans sa place, et que cette publicité pour le continent masculin se transforme in fine en célébration du premier livre de Benjamin Puech, trentenaire, journaliste Figaro, basque de Paris et parigot du Sud-Ouest, arrive au meilleur, un livre consacré à Pierre Bénichou. Oui, montrez-le. Alias. Oui. Le beau Pedro, roi du tango, ou la Joséphine Baker du Maghreb. Pierre Bénichou, une figure de style, c'est le continent masculin condensé en un seul homme, trait d'union entre Oran et Castel, Mitterrand et Camus. Le nouvel homme, c'est les grosses têtes. La vie de Bénichou, mort il y a 5 ans, était un roman avec nuit arrosée, fulgurance poétique et mots d'esprit. Benjamin Puech a écrit ce roman à la manière d'une flânerie, dans l'esprit d'Éric Neuf, nous racontant Frank Sinatra, un écrivain oublié s'intéressant à Paul Gébeuf ou Roger Vadim, à la hussarde, sur le vif, en prenant garde à la douceur des choses. Très bonne publicité. Bon, donnez-moi, je vais remontrer le livre à la caméra parce qu'il est vraiment très excellent et c'est important qu'il y ait un livre sur Pierre Bénichou que j'ai bien connu. Et le sous-titre est beau, Une figure de style. C'est donc aux éditions du Rocher et je le conseille. Et bravo à Benjamin Puech et à Arnaud Leguerne pour cette pub. Alors, Marin de Viry, vous avez 63 ans, vous êtes né à Boulogne-Billancourt, vous avez fait Sciences Po et vous avez fait un doctorat de lettres, moderne ou classique? Ah, moderne, à la Sorbonne, sous à la Sorbonne. Michel Crouzet sur Stendhal, c'était juste merveilleux. Formidable. J'ai aussi fait un Master in Business Administration. Oui, alors c'est ça, c'est que vous êtes à cheval. Moderne. Mais non, mais c'est important que vous rappeliez ça, parce que vous êtes à cheval sur la littérature
et les affaires. Et Ça, souvent, dans vos livres, il y a les deux. Il y a une tentative d'écrire sur l'entreprise, sur les managers. Et là, votre personnage principal, Pierre, vend son entreprise pour se consacrer à la littérature. Oui. Ce qui est Une certaine façon à résumer de mon existence, c'est ça que vous alliez dire. Voilà, oui. Oui. Exact. Et quelle erreur, surtout. Oui, il est complètement à côté de lui-même en faisant ça, oui, tout à fait. Non, en réalité, pardon, mais il se trouve, non, je plaisantais, il se trouve en faisant ça. Oui. Non, ce qui se passe, c'est que il est réussissant, en fait, c'est un héros qui a de la chance. Si vous aimez les héros qui ont de la chance et qui l'ont à demi mérité seulement, mais qui ont énormément de chance, en fait, voilà. Il faut acheter ce livre parce que donc le type, il a décidé que la liberté à Paris valait 15 millions d'euros. Voilà. Oui, alors liberté, c'est beaucoup quand même. Si on peut pas être libre à moins. J'ai pensé à Balzac et au début de Lucien Chardon, qui deviendra Lucien de Rubempré dans Les Illusions perdues, ses débuts, et il calcule ce qu'il lui faut pour devenir un poète et un écrivain connu, alors qu'il part évidemment de rien du tout, provincial, etc., et qui va à la conquête de Paris. Bah, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, en fait, il se dit, mon point d'arrivée, c'est un grand appartement, une liberté financière, la possibilité d'écrire toute ma vie des romans sans me poser la question de savoir comment je vais vivre agréablement. Oui. Et donc, il dit, c'est ça, voilà, c'est 15 millions. Alors, il crée une boîte qui marche et il va être racheté par un milliardaire qui s'appelle Calixte de Palaquette, qui est, disons, un homme qui, depuis l'âge de 16 ans, a des dossiers, traite les dossiers, les met de côté après avoir pris des décisions, recommence après avoir pris un verre d'eau minérale, dont la marque change en fonction des prescriptions de son diététicien. Il reprend un autre dossier, il fait la même chose, etc. Ça fait 50 ans que ça dure, à raison de 16 heures par jour, ou 15 à 16 heures par jour. En fait, et le gars, il a fait une immense fortune. Ouais. Et vous faites une satire, comme d'habitude. Oui, enfin, vous en avez déjà fait plusieurs. Oui. Des livres sur ce monde des affaires que vous connaissez bien. Mais alors là, vous commencez avec un incipit provocateur. On dirait que vous cherchez la polémique. Le serveur du Barberousse, bar dansant de Limoges, arborait un sourire d'une étrange béatitude, un peu comme un mari patiemment déconstruit par son épouse féministe. Oui. Vous cherchez la bagarre. Non, c'est parce que je me suis dit, c'est amusant de commencer par un archétype d'un type qui n'a pas choisi sa vie, mais qui s'est laissé totalement imposer la vie qu'il aurait. Et tandis que mon héros qui arrive après, lui, au contraire, est un personnage très, très volontaire, très déterminé, très stratège, et en même temps très romantique. Et là, ce garçon qui est serveur au Barberousse, c'est vraiment quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit de faire. Ah oui, ça c'est... J'ai pas tellement pensé, comment dirais-je, à la nouvelle grammaire des relations hétérosexuelles, à Sandrine Rousseau ou à des sujets polémiques comme ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai juste pensé à un esprit conformiste, voilà. Enfin, gentil et conformiste, voilà. Non, mais c'est intéressant parce que c'est quand même un livre qui s'appelle Le continent masculin, et ce titre-là, c'est bien vous qui l'avez choisi, c'est pas Arnaud Le Guern. Non, voilà. non. Donc, il va falloir assumer ce titre, c'est un livre sur les hommes, c'est un livre sur un homme et plusieurs personnages d'hommes, c'est des hommes d'après la fin du patriarcat, c'est des hommes d'après MeToo. Donc c'est un livre sur la condition masculine d'aujourd'hui. Bah, d'ailleurs, les femmes ont un pouvoir absolument extraordinaire dans ce livre. Et elles ont en fait le bide de pouvoir. Elles ont à la fois leur pouvoir d'avant et leur pouvoir de demain. Elles ont à la fois leur pouvoir de séduction, de rentrer dans le jeu de la relation hétéronormée telle qu'elle existait jusque dans les années 2015-2020. Et puis elles sont déjà dans le monde d'après, qui est le monde dans lequel elles sont carrément dominantes. Enfin, ce que chantait Aragon, La femme et l'avenir de l'homme, est absolument évident dans ce roman, en fait. Mais le continent masculin, c'est pour montrer probablement la permanence de ce que Deleuze ou Guattari, je ne sais plus, Jean-François Lyotard, appelait les dispositifs pulsionnels masculins. C'est-à-dire, au fond, qu'on soit dans un régime idéologique homme-femme d'avant MeToo ou un régime idéologique d'après MeToo,
le dispositif pulsionnel masculin reste rigoureusement semblable et n'en a rien à faire. Oui, bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Alors, donc pour rester sur le dispositif pulsionnel, je vais expliquer ce qui se passe. Pierre aime Lucrèce, mais qui est avec Ludovico, un riche héritier italien. Comme elle. Comme elle. Lucrèce étant la fille du gars qui lui a racheté sa boîte. Hein. Et puis Pierre aime aussi plus tard Hélène, mais peut-être un peu en même temps d'ailleurs, qui elle vit avec Marc. Il y a aussi une Margot qui passe par là. Donc ce Pierre est en fait un Don Juan, un séducteur? Pas du tout. En fait, il ne fait que passer de Lucrèce à Hélène. Et avec Lucrèce, ça ne marche pas parce que lui n'a que 15 millions, alors qu'elle a beaucoup plus que 15 milliards. Enfin, c'est vraiment une des plus grandes fortunes du monde. Et en fait, le paquet de milliards... C'est un clochard, quoi, 15 millions. Oui. Je sais qu'on est sur Figaro TV, mais quand même... Va nu-pied. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec des sommes dérisoires comme ça? Avec mes 15 millions, j'ai à peine de quoi te payer un coca, lui dit-il dans la main. Et en fait, le mur de milliards qu'il y a entre les deux finit par agir par sur ronger la nature de leur relation et par ronger cette relation. En fait, c'est un roman, j'ai presque envie de dire, freudo-marxiste d'une certaine façon, parce que il y a le... No pasaran. Il y a le marxisme de la détermination, de la superstructure sentimentale par l'infrastructure économique. Mais bien sûr, oui, c'est vrai. C'est aussi sur le déterminisme amoureux. Il y a de tout. Arnaud a cité Laclos, Marivaux. C'est vrai que vous jouez beaucoup avec la tradition française du roman d'analyse sentimentale, plutôt pessimiste et plutôt joyeux aussi. Est-ce que vous diriez que c'est un marivaudage, ce livre? Oui, c'est un marivaudage parce que c'est très théâtral déjà. Donc, il y a beaucoup de dialogues. Concrètement, ça, vous êtes très bon pour les dialogues. Merci. 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 Il est content. Merci. Il est content. C'est bien. Très bon. Donc il y a beaucoup de dialogues. C'est un marivaudage. Et puis surtout, c'est un marivaudage parce que même si je fais une scène d'introduction qui montre le point d'arrivée de la vie de mon héros, enfin de cette tranche-là de sa vie, il n'en demeure pas moins qu'il y a une intrigue pendant le roman. Et que cette intrigue, on ne sait pas comment elle va se dénouer. Donc c'est un roman, c'est un marivaudage. Oui, en fait, voilà, on a une idée du ton de Marraine Viry. Quand je disais que vous étiez un satiriste, c'est quand même un petit peu ça. Est-ce que vous diriez que le danger, est-ce que vous pensez pas qu'il y a un danger, à force de descendre les figures contemporaines? D'avoir l'air peut-être aigri, ronchon. Écoutez, mais alors à ce moment-là, il faudrait faire le même reproche à Molière, par exemple, parce qu'il descendait les courtisans, à La Bruyère, parce qu'il descendait les courtisans, à La Rochefoucauld, parce qu'il descendait les courtisans. Et donc, en fait, le reproche ne tient pas. Ce qui m'intéresse, c'est la nature humaine. Je la regarde en moraliste. Je ne me compare pas à La Bruyère ni à Molière, mais je la regarde en moraliste. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment elle fonctionne. Bon. Et là, il se trouve que je fais fonctionner une des possibilités d'être au monde, si je peux dire, c'est-à-dire d'être un auteur bourré d'amour-propre et qui essaye de trouver un petit créneau, comme le type qui a écrit Fallot Narration, pour briller dans le monde. Et des gens comme ça, vous et moi, Frédéric. On en côtoie beaucoup. Encore plus, Arnaud Le Verne. On en côtoie des quantités. Donc, où l'amour-propre est, comment dirais-je, à la trame même de l'activité quotidienne de ce monsieur. Oui, c'est vrai. Et c'est une souffrance pour lui, parce que Pierre, qui a connu le monde des affaires, qui est impitoyable, s'aperçoit que la littérature, c'est encore pire. Oui, c'est encore pire, mais avec une rétribution potentielle très inférieure. Oui, exactement. Mais Arnaud, est-ce que Marraine Viry n'est pas en train de franchir une étape dans son œuvre? C'est-à-dire qu'il y a toujours la caricature du monde contemporain, il se fout de la gueule des hommes d'affaires, des écrivains ringards, tout ça, c'est très bien. Mais là, c'est aussi un roman d'amour. Et c'est aussi un roman, je dirais, où, comme je me suis permis de le dire dans le Figaro, il essaye de fusionner Houellebecq et Lamartine. Complètement. Moi, je trouve que le premier qu'on a édité au Rocher, c'est L'Arche de Mésalliance, qui était vraiment très satirique sur le monde de l'entreprise, sur cet univers des grandes tours de la Défense. Ça a plu à certains, mais
ça manquait peut-être de sentiment et de cette légèreté, on va dire, qu'on retrouve dans le continent masculin, qui était déjà un peu dans La montée des périls, le roman entre les deux. Et moi, dans toutes les références dont on parle à propos de Marin, il y en a une, alors qui vient du cinéma, mais pour moi, Marin est terriblement romérien. Et comment dire, le continent masculin, pour moi, est dans l'esprit d'un conte moral de Romère. C'est-à-dire avec cette pointe de satire, mais qui disparaît un peu plus que dans ses précédents. Et je trouve qu'on est finalement dans une vision quasi romantique, mais revisitée justement avec une forme de frivolité par contre, de légèreté. Et je trouve que Marin, c'est Romère qui rencontrerait Philippe Muret, en fait. Disons que au fur et à mesure où j'avance, l'amour m'a toujours intéressé, mais là, j'avoue que l'amour m'intéresse. En fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que je pense qu'il affleure plus. La question amoureuse affleure plus dans les pages, en fait. Et je pense que ce roman, les personnages de ce roman, et surtout Pierre, d'ailleurs, ce sont des personnages qui sont, si je puis dire, sur la ligne de crête entre quelque chose d'assez simple qui est mes sentiments amoureux sont déterminés par mes intérêts et je suis un ami de l'amour et donc j'aime l'amour en soi et donc j'ai pas besoin d'avoir des intérêts pour être amoureux. Donc il y a cette ligne de crête là, il y a entre la gratuité et la détermination. Voilà. Et Pierre il est comme ça et puis finalement Pierre c'est un type qui fait les bons choix pour si je puis dire le salut de son âme, c'est-à-dire qu'il fait les bons choix, il va là où il faut aller. Il arrête le business, il arrête la maîtresse très trophy girl, très trophy girl, comme disent les Américains. Il arrête ça et certes, il est un peu perdu et il va attaquer, si je puis dire, une femme dont il pense qu'il ne l'aura jamais. Mais il se dit, je préfère attaquer une femme dont je pense que je ne l'aurai jamais, et je vais probablement mourir parce que je ne l'aurai pas. Mais je préfère faire ça plutôt que de rester du prudence médiocre. Est-ce que ça n'est pas aussi tout simplement l'histoire d'un cynique qui devient romantique? Oui, on peut le dire comme ça. Oui, mais en même temps, c'est un cynique qui s'est toujours dit là, j'ai une phase cynique dans ma vie pour pouvoir devenir romantique après. En fait, j'assure les bases matérielles de mon romantisme futur. Oui, j'assure les bases matérielles de mon romantisme. Donc on peut être romantique tout en étant réaliste. On peut se préparer à être romantique en étant très cynique. On peut organiser et calculer son sentiment amoureux. Mais par contre, le contraire existe-t-il? Être romantique pour se préparer à être cynique, ça n'existe pas. Donc on peut faire ça dans le bon sens. On commence par faire énormément de pognon et après on devient c'est marrant parce que désoccupé. C'est l'anti-winner. Non, héros, c'est l'anti-winner parce qu'il est d'une fragilité permanente. Mais il va jusqu'à saigner du nez quand même à un moment donné. C'est vrai qu'il y a une phrase d'un auteur qui n'est pas très politiquement correcte, mais que j'aime beaucoup, c'est la différence entre un comportement noble et un comportement bourgeois est la suivante. Un comportement noble, c'est sachant que tout le monde a besoin d'argent. Un comportement noble, c'est on court derrière l'argent et quand on le rattrape, on marche. Un comportement bourgeois, c'est on court derrière l'argent et quand on l'a rattrapé, on continue de courir. Et ben voilà, et ben mon Pierre, il marche. Il s'est organisé en fait, il s'est organisé, il a travaillé dans un milieu qu'il déteste pendant des années pour pouvoir après se consacrer à l'amour. Mais qu'il arrive à ne pas détester parce qu'il se dit c'est par ça que, etc. Il est aimable, etc. Mais en fait, il est froid, effectivement, il est cynique, vous avez raison, il est cynique. Non, mais c'est marrant parce que vous êtes donc critique de théâtre au Figaro Magazine. D'ailleurs, nous sommes tous les deux des employés du magazine et nous sommes sur Figaro TV. C'est une réunion en fait de l'employé là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de théâtral parce que vous avez cité Molière, c'est vrai. Molière, il parle que de ça. C'est toujours des histoires d'amour qui au départ sont cyniques ou calculées, des gens qui veulent organiser des mariages, un bon mariage pour leur fille, des choses comme ça. Et puis finalement, l'amour triomphe. Et échappe à cette espèce de déterminisme ou de calcul crasseux et bourgeois. Oui, crasseux, bourgeois, raisonnable, vu du point de vue social, vu du point de vue des intérêts patrimoniaux des familles, qui était la seule chose qui comptait quand on était chef de famille à l'époque. Et puis, il y a cette musique de l'amour lui-même. Il y a cette musique de l'amour lui-même qui finit par enrober tout le reste. Oui, mais là, vous êtes plus cynique que Molière, puisque
il a calculé d'avoir de quoi se permettre la liberté amoureuse, quoi. Ouais, ouais, Mais ouais. bon, c'est peut-être que c'est de la lucidité, je ne Ouais, sais mais je pas. pense que C'est Molière... Molière 2025. Oui, c'est ça, on est en 2025, bien sûr. Non, mais c'est ça qui est Et je intéressant. pense que Molière n'aurait pas considéré que l'attitude morale de Pierre était condamnable. Je pense qu'il l'aurait trouvé assez équilibré. Molière, c'est le XVIIe siècle, donc c'est l'honnêteté. Et l'honnêteté, ça consiste à voir les choses comme elles sont, pas comme on voudrait qu'elles soient, pas comme on vous a appris qu'elles soient, mais comme elles sont. Et ça consiste aussi à avoir un comportement social. L'honnêteté, c'est à la fois l'honnêteté du comportement et l'honnêteté de la pensée. Eh ben, je trouve que Pierre, s'il fallait une définition d'où il sort de l'honnêteté du grand siècle. Hmm. 8 livres déjà, Marin de Viry, 8 livres, c'est déjà une œuvre, hein, 8 livres. Ouais, je crois, Oui, ouais, je oui, crois, ouais. eh oui. Et j'avais écrit sur vous dans mon dictionnaire. Dans mon dictionnaire, j'ai écrit sur vous. Alors, j'en profite quelquefois quand j'ai des invités sur lesquels j'ai fait une notice dans un dictionnaire. J'en profite pour vérifier si jamais vous voulez corriger des choses. Et puis, dans une éventuelle réédition, je pourrais changer, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je disais sur vous? Marin de Viry est entré en littérature par la plus belle porte, celle de la satire autodénigrante à tendance name-droppeuse. Oui, ça, c'était une mort de snobé. Ça va ou c'est toujours... Ça va pas mal. Et vous n'êtes pas name-dropping là dans celui-là, beaucoup moins. Ah ben, dans celui-là, Pure fiction. Oui, d'autant plus que les gens auxquels je pense vivent. D'accord. Donc en fait, c'est quand même un roman à clé. Oui, on ne peut pas dire un roman à clé parce que les personnages sont composites, ils sont faits de plusieurs personnages. Donc on ne peut pas dire que lui, c'est lui, ou elle, c'est elle. Elle, c'est quand même elle, Marin. Oui. Qu'est-ce que je disais aussi? Alors, Viry est un marxiste tendance Marx and Spencer. Ah, oui. Ça vous plaisait, ça? Oui, Brumel, oui, c'est ça. Brumel, marxiste tendance Brumel, oui. Ouais. Le vrai sujet, c'est la fin de la littérature, symbolisée par l'amour impossible, originel, lamartinien, c'est-à-dire raté. Oui. Est-ce que tout ça peut aussi convenir à ce livre? Mais je dirais que... peut-être pour une fois, là, ça finit bien. Oui, c'est pas raté. Oui, ça finit pas bien. comme les trucs tristes à la Gradiella de Lamartine, Oui. où on est là à pleurer sur la tombe de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé et qui n'avait que 16 ans quand elle est morte, si vous voulez. C'est très, très différent. Le premier chapitre est quand même très gai, hein, entre lui qui est à Limoges et elle qui est à Paris. Ils se parlent au téléphone et c'est très gai. Donc, voilà, en fait, il y a quand même il y a une préférence pour le bonheur dans ce livre qui est très clair. Oui, très clair. Quand je citais tout à l'heure Houellebecq, vous sentez, enfin, je rappelle que vous étiez témoin à son mariage ici même, chez La Pérouse, et vous êtes un disciple de ce type de roman réaliste sur le monde contemporain? Ce qui rend Houellebecq, je pense qu'il rendra toujours présent dans mon esprit, que je le vois ou enfin, ce qui le rendra toujours présent dans mon esprit, c'est l'extension du domaine de la lutte, mais après, le développement d'extension du domaine de la lutte, c'est-à-dire la faculté de saisir ce qui se passe dans la vie intérieure de 20 millions de Français, dans le cas d'extension du domaine de la lutte, c'est-à-dire 20 millions de gens qui travaillent dans le secteur tertiaire, marchand ou pas marchand ou administratif. Les cadres. Les cadres moyens, disons, de la France. Et il les avait saisis à ce moment-là. Alors, évidemment, il avait saisi une version pathologique du cadre moyen, mais quand même, en prenant la version pathologique, il les avait tous saisis. Et donc, ça, je reste très frappé par l'exercice d'observation imaginative. Voilà, c'est ça, l'observation imaginative. Oui, mais vous vous amusez beaucoup avec ça. Alors, vous êtes un peu catalogué catho de droite, je ne sais pas pourquoi, parce qu'au fond, ce que vous faites, c'est assez anticapitaliste. Oui. Je veux dire, vous moquez du jargon entrepreneurial, vous ridiculisez ce milieu professionnel sordide, sinistre, les réunions pathétiques, les gens qui travaillent sans savoir pourquoi. C'est vrai que vous pourriez être d'extrême gauche, en fait. Non, je pense que... Enfin, je vais répondre, mais pas tout de suite. Je vais répondre... Attends pour ton coming out. Non, mais je veux dire... Non, ce que je veux juste te dire, c'est que dans ces milieux, ce que j'observe, sauf quand on est face à des gens extrêmement précis, extrêmement intelligents, qui, comme par hasard, sont ceux qui réussissent particulièrement.
Mais il y a un immense magma de gens qui ne parlent pas français. D'ailleurs, ni anglais non plus. Oui, Ils parlent c'est ni une anglais langue, ni français. c'est un volapuc. Et quand ils parlent français ou qu'ils l'écrivent, c'est bourré de pléonasmes, de fautes d'orthographe, d'anglicisme, etc. Ça va pas du tout. Ils produisent de la purée intellectuelle et leur boulot est de la purée. Bon. Et donc la perte de sens voilà, bon, Oui. j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses comme ça chez les consultants, par exemple, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire, au fond, ils intimident un peu les autres avec le jargon. Bon. Oui, oui. Donc ça, j'ai beaucoup vu ça. Les hommes politiques aussi, les technocrates, les énarques, ils ont aussi un jargon. C'est pas le même. Oui, mais c'est un écran de fumée qui, en fait, dissimule un argument d'autorité. Je suis là, Ouais. donc ta gueule, parce que je suis là et j'ai le droit d'être là. Quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, mais derrière, aucune justification quant au service qu'on rend, quant au rôle qu'on a à l'intérieur de l'organisation, etc. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre de se cacher derrière une fumée qui m'a toujours frappé. Oui. Vraiment frappé. Donc, ce qu'on appelle enfin, la valeur ajoutée quoi, d'énormément de gens dans le monde économique. Si on ramenait le PNB, si on notait du PNB tout ce qu'il y a de bidon dans le PNB, on obtiendrait 5% en agriculture. Quoi. Enfin, non, non je dis. Non, mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, l'agriculture, plus les avions, plus moi. Mais pas grand-chose. Ce qui m'épate, c'est comment on a réussi, en brassant du vent, à réchauffer le climat. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Parce qu'il faut du pétrole pour brasser du vent. Ah oui, c'est pour ça. J'essaie de visualiser. Non, mais est-ce que vous avez lu tous les écrivains qui écrivent sur l'entreprise, par exemple Abel Quentin? Oui, oui, j'adore. Oui, j'adore. Récemment Benjamin Stock, que j'ai reçu ici, qui a écrit, qui a eu le prix de Flore, ce livre, ce premier livre qui s'appelle Marc, où il se fout de la gueule du jargon des startups. Mais même des gens comme Patrice Jean, par exemple, qui ne connaissent pas particulièrement l'entreprise, parce que professionnellement, il ne la connaît pas, mais ils décrivent des organisations qui sont des organisations plutôt je sais pas quoi, d'associations ou de services de mairie, je sais pas quoi, culturellement, qui ressemble beaucoup à l'entreprise. C'est-à-dire dans laquelle, au fond, il y a un refuge de la médiocrité, encouragé par le management. Et de temps en temps, les médiocres font l'objet d'une épuration. Oui. Voilà. Et vous êtes échappé de ça. C'est-à-dire que vous avez vécu là-dedans, et puis à un moment, vous avez craqué, vous avez... Mais j'étais très heureux. Moi, professionnellement, j'étais très heureux. J'étais consultant en stratégie, et j'ai dû interviewer 2000 ingénieurs dans ma vie, participer à plein de conseils d'administration, ou préparer plein de conseils d'administration. J'adorais ça, je trouvais ça très intéressant. Est-ce que vous preniez des notes à l'époque pour vos romans futurs? Beaucoup de scènes m'ont tellement frappé que je n'avais même pas besoin. Je les ai. Alors, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est gouverné par les businessmen. Donald Trump est président des États-Unis et il raisonne en termes de deals et de contrats. Et ça doit aussi peut-être vous frapper. Peut-être ça donne une actualité à vos livres. C'est-à-dire que auparavant, c'était juste des gens qui gagnaient beaucoup d'argent et qui étaient un peu grotesques. Maintenant, en fait, ce sont eux les boss, les patrons. Mais il y a une segmentation. Je pense qu'il y a, disons, l'esprit industriel que j'adore, que j'aime beaucoup. Je construis des avions, je construis des métros, je construis des fusées, etc. Cet esprit-là, je l'aime énormément. Et puis, il y a l'esprit totalement différent, qui est l'esprit banquier, avocat d'affaires, voilà, ou promoteur immobilier, ce qui est encore un autre truc. Ça, c'est pour Trump. C'est pour Trump. Et en fait, il n'y a pas une culture, économique business. Il y en a plein, parce qu'il y a plein de secteurs, et chacun de ces secteurs secrète, si je peux dire, sa propre culture, y compris culture de négociation. Bon. Quand les corporate bankers s'en mêlent, ou quand les avocats s'en mêlent, ou quand les promoteurs immobiliers s'en mêlent, c'est sûr que ça produit des spectacles, que d'ailleurs Tom Wolfe a magnifiquement décrit, un vrai. Ça produit des spectacles de merde humaine, si je puis dire, qui sont absolument... moi, je m'étais un peu amusé dans 99 francs, oui, bien sûr, avec des réunions de ce genre. La pub. La pub a aussi un vocabulaire. Oui, mais la pub, à un moment, a été l'endroit sur lequel il fallait cracher si on voulait sauver son âme, ce qui a été votre cas. Mais c'est plus le cas, parce que c'est un peu passé Mais maintenant c'est plus bizarre, parce que c'est plus brumeux. C'est le monde du digital.
Oui, oui. qui gouverne. Oui. Et alors là, ce monde-là, moi, je n'y comprends rien, je serais incapable d'écrire là-dessus, mais peut-être ça pourrait vous tenter, vous. Bah, il faut être codeur, hein. Mais alors, vous chiffrez donc, oui, à 15 millions le prix de la liberté, mais j'ai pas compris. C'est pas moi. Dans le livre, oui. Mais c'est intéressant. Donc, 15 millions d'euros, c'est la somme qui permet d'avoir suffisamment pour ne plus rien foutre de sa vie, c'est ça? J'ai pas compris Pour ne plus avoir... Pourquoi ce chiffre-là? En fait, parce que lui, il prend comme référent Germaine de Staël, Marcel Proust, Balzac, Stendhal. Donc des situations de fortune qui sont très différentes. Balzac a toujours couru derrière le fric, Oui. rattrapé par des créanciers. Stendhal, ça allait à peu près, mais c'était très médiocre. Madame de Staël, elle était très riche. Oui, oui. Proust était très riche. Donc il se dit, ce que j'aimerais être, c'est un peu plus riche que George Sand. C'est-à-dire, elle a un château des domestiques pour le faire tourner, mais elle est quand même un peu obligée de pisser de la copie pour y arriver. Voilà. Et elle dit, si je pouvais ne pas être obligée de pisser de la copie pour y arriver, ce serait formidable. Mais est-ce qu'on est sûr de ça? Parce qu'un écrivain qui doit travailler, qui doit suer, fournir toutes les semaines... Ça, c'est parce que vous avez intériorisé le point de vue des éditeurs qui disent il vaut mieux qu'il soit pauvre. Comme ça, il travaille. Comme ça, il travaille. Ouais. Bah oui, parce que si vraiment le type est libre, qu'il vide ses rangs, est-ce que ça va être bien? Il faut un petit peu avoir faim pour travailler comme artiste. Il faut de la sueur. Voilà, regardez, cet éditeur qui vous exploite, il fait tout pour que vous soyez dans la misère. Mais non, mais Frédéric, ça marche pas comme ça. Nous deux, parce qu'on a fait, enfin, on est de la même génération, en plus on a fait la même école, donc on a un surmoi dans lequel le travail et la rétribution du travail, ça se fabrique tous les matins, et tous les matins, on trouve normal de se lever pour aller au boulot et gagner un peu d'argent, et donc on n'est pas du tout gêné avec ça. Mais vous avez aussi des gens qui sont des écrivains, des artistes, et qui en fait, un jour ne travaillent pas, voire une semaine, voire un mois, voire 2 mois ne travaillent pas, parce qu'ils sont dans une rumination, une méditation, un moment de leur existence où ils sont entre deux, etc. Et pendant ce temps-là, who is paying the bill, quoi. Oui. Et voilà. Oui. Et donc, Non, je comprends. là, c'est pas mal d'avoir 15 millions. C'est la vraie part de fiction du roman, parce que établir comme ça un parallèle entre 15 millions d'euros et l'écriture, c'est quelque chose qui n'existe pas, ni en avance, ni en droit d'auteur. Donc on est sur un vrai roman de pure fiction. Oui. Il est très inquiet à l'idée que qu'un écrivain un jour puisse réclamer 15 millions d'avaloir. Mais tiens, droit d'auteur, je ne vais pas vous poser des questions indiscrètes sur les avaloirs, mais en revanche, vous suivez, enfin vous êtes très fidèle à Marin Virich, vous publiez tous ses romans depuis quelques années. Et qu'est-ce que ça représente je veux dire, en dehors du fait qu'il a des bonnes critiques, est-ce que c'est un jour vous misez sur un grand best-seller pour Marin? Je voudrais que vous le poussiez un peu plus là. Et ben c'est pour ça que je suis là, pour l'aider déjà. Non, mais on croit bien sûr, on croit. D'ailleurs, je crois. Les éditions du Rocher croient en Marin. Sinon, c'est le 3e roman qu'on fait au Rocher. Marin, il y a des lecteurs. C'est intéressant. Il a un lectorat très fidèle, constitué, qu'on retrouve de livre en livre. Qui est encore sans doute trop pour un pifiou, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui aiment on va dire cette légèreté, ce côté satirique. Mais je pense qu'avec ce roman-là, il a tout pour toucher, on va dire, encore plus de lecteurs, et notamment, puisqu'on nous explique qu'il n'y a plus de lecteurs, il n'y a que des lectrices, pour toucher des lectrices. Oui, très malin, vous avez compris le marché. Moi, je n'avais pas compris ce qu'il racontait. J'avais compris juste que le premier roman, les gens dans le milieu étaient très favorisés, le deuxième très très favorisé, le troisième très favorisé. Et donc, du coup, ça fait une trilogie, quoi. Mais là, ce que tu racontes est très sophistiqué. Ce qui est marrant, c'est que ton titre, Le continent masculin, qui, à un moment donné, pour certains aujourd'hui, limite, il ne fallait pas annoncer. Ah, il ne fallait pas. Mais pour certains, toutes les femmes qui l'ont lu, qui ont entendu ce titre, ou moi, qui m'en ont parlé, m'ont dit, ce titre, il est génial, et ça se serait appelé Le continent féminin. Ça ne m'intéresserait pas, parce que je le connais. Oui, parce que je préfère connaître l'ennemi. L'autre. Mais il y a un passage sur les journalistes qui m'a fait beaucoup rire, qui est presque aussi méchant que Balzac dans Illusion perdue. En réalité, Calixte considérait les journalistes comme des gens globalement nuisibles. En moyenne, pas très capables, nombreux, dégoûtants, faméliques, un peu comme les surmulots à Paris.
Ce n'était pas vraiment de leur faute, les excusait-il. Frustrés comme des gens qui avaient de moins en moins de pouvoir et donc d'argent, dont les compensations statutaires diminuaient avec leur importance sociale, leur destin était d'emmerder plus fort qu'eux, de faire poids, lest, soucis, obstacles, de se venger par la cuistrerie et l'agressivité de la pauvre place qu'ils avaient péniblement conquise en ce monde et qui se situait, selon l'expression de Saint-Simon, qu'affectionnait Calixte, dans la poussière des emplois subalternes. Oui. Voilà encore, c'est pour vous donner Dire de temps en temps. une idée de votre style. Ben, mais non, mais cela dit, vous êtes journaliste aussi, donc Oui. c'est pas grave, vous vous incluez là-dedans. C'est la fin de la promotion de Marin. Non, moi je trouve que c'est très... Cette émission. Non, mais c'est vrai que Bien. j'essaye de... C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide, Arnaud. C'est que je pense qu'il faut maintenant casser le plafond de verre et que Marin devienne un écrivain populaire. Parce que un talent pareil... En fait, quand vous parliez, je me dis, avec le côté presque fin heureuse de l'amour dans ce roman, le continent masculin, ça montre qu'il peut exister un feel-good book, parce que c'est un vrai feel-good book, mais écrit avec des talents que n'auront jamais Valogne, que n'auront jamais Virginie Grimaldi. C'est un vrai feel-good book. Moi, je sais que les personnes qui ont lu Le continent masculin, c'est une lecture plaisir, c'est une lecture charmante. Elles reviennent, elles ont le sourire, elles se lisent comme vous venez de le faire, elles se lisent des phrases, elles aiment Pierre, elles aiment les héroïnes. C'est un vrai... Vive le feel-good book. Et Marin... Mais très très bonne transition puisque je vais maintenant lire des phrases de Marin de Viry pour le jeu Devine tes citations. Donc Marin, je vous lis des phrases de vous tirées de votre œuvre. Vous devez me dire dans lequel de vos livres vous avez écrit ceci. En prison pour médiocrité. Ça, c'est dans La montée des périls. Pas du tout, c'est de Monterland. C'était un Oui, piège. je sais que c'est dans Monterland, mais cité dans La montée des périls. C'est dans Le Maître de Santiago. Voilà, c'est le roi qui dit Pedro, ça. À Pedro. Qui dit en prison pour médiocrité. Je trouve ça très très bien, personnellement. Mais ça fait beaucoup de gens à incarcérer. Voilà, le problème de ça. Alors, autre phrase de vous. Cette fois, c'est vraiment de vous. On le craignait, on le haïssait ou on l'évitait. Personne n'avait jamais songé à l'aimer ouvertement. C'est dans Le continent masculin. Pas même sa femme. C'est terrible. Et dans Le continent masculin, 2025, oui, personne n'avait songé à l'aimer, pas même sa femme. Ça, j'aime beaucoup. Vous en avez connu pas mal, ou des CEO comme ça, qui étaient privés d'amour, vraiment? Quand mes copains banquiers d'affaires, etc., commencent à le lire, et j'ai beaucoup de messages, mes clients sont comme ça. C'est jamais eux. C'est toujours les autres. Oui. Une autre phrase de vous. Le nez est une paire de couilles visibles par le public. La montée des périls. Oui, bravo. Non, l'Arche de Mésalliance. Ah, pardon, l'Arche de Mésalliance. L'Arche de Mésalliance 2021. C'est Sean qui dit ça, oui. Oui. C'est Sean qui dit Le ça. nez est une paire de couilles visibles par le public. Donc ça veut dire que notre pif est un symbole de virilité pour vous. Oui. Donc à ce moment-là, moi, je suis Rocco Siffredi. Oui. Enfin, non. Avec mon double nez. Ça, Je suis... Non, mais oui. Mais non, mais le nez, suivant qu'il est anguleux, c'est un nez en trompette, suivant qu'il est petit, grand, etc., dit de la virilité de l'homme quelque chose, dit de sa personnalité quelque chose. Et donc, il a partie liée avec son taux de testostérone, son agressivité sociale et sexuelle. Voilà. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Ça, visible par le public. C'est pour ça que d'ailleurs Cyrano de Bergerac n'aurait jamais dû être complexé. Oui. Jamais. C'était au contraire, il aurait dû être très fier. Il aurait dû lire les livres de Marin de Viry. Un dîner parisien, c'est un enjoliveur de calcul. Ça, c'est dans Le continent masculin. Oui, dans le dernier. Ouais. Alors, j'aimerais bien que vous développiez cette idée. Un dîner parisien, c'est un enjoliveur de calcul. Ça veut dire que c'est un endroit où on essaye de gravir les échelons, où on essaye de séduire et de... Il y a ça. Voilà. Mais on fait comme si ce n'était pas ça l'enjeu. Donc, en fait, il y a du calcul, mais on enjolive tout le temps le calcul. Oui. Par exemple, c'est comme si là, on se disait tous les deux, on n'est pas du tout là pour faire la promotion du livre de Marin de Viry et une émission de Frédéric Becbédé. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas on du n'est tout. pas du tout là. Jamais de la vie. Absolument pas. On est là parce que pour discuter agréablement. Discuter agréablement, sans témoin. Sans enjeu. De rien du tout, alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. Alors qu'en fait, cette émission Conversation chez La Pérouse est une étape nécessaire dans la carrière d'un auteur qui compte. Bien entendu, c'est du boulot. On est là pour bosser. Ouais. Ah, à propos de business, une autre phrase qui est dans le livre,
Ah bah non, ça y est, j'ai donné la réponse. Qui est dans un de vos livres. Ouais. Fucking in the business is fucking the business. Ah bah ça, c'est le continent masculin. Ouais. Et ça, c'est de vous ou c'est un truc que vous avez entendu? C'est ma mère qui jamais... Ah, votre mère Non, Votre ma mère disait fucking in the business? Ma mère qui jamais n'a prononcé un mot grossier devant moi, quand j'ai commencé à travailler, m'a dit, parce qu'elle était d'éducation anglaise, et elle m'a dit, bon, il y a juste une chose que je dois te dire avant que tu commences à travailler, fucking in the business is fucking the business. Parce qu'il y a une phrase plus courte Qui pour est dire un ça. truc américain. Ah oui, qui est? Bah, no job in job. Ah oui, no Zobich. Ouais. Ouais, mais ça, c'est de La mère de Marin. Votre mère ne vous a jamais dit ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal, ça. C'est vrai. Ton papa, par contre. Donc, c'est une idée, oui, c'est une idée que vous avez, j'espère, respectée. Jamais dans le cadre du travail. Alors, une autre phrase. Aucune réception extraordinaire, aucun dîner somptueux, aucune réunion de la crème n'arrivait à lui retirer l'idée d'une sorte de gigantesque faillite déguisée en marche vers le progrès par des imbéciles heureux. Je crois pas que ce soit dans le dernier. Si, c'est dans le dernier. C'est dans le dernier. Ah, je vous ai eu. En fait, j'ai pris que des phrases du dernier. Mais je l'aime beaucoup, celle-là. Oui. Franchement, celle-là, elle est très très bien. Une sorte de gigantesque faillite déguisée en marche vers le progrès par des imbéciles heureux. Est-ce que c'est pas le constat de ce qui se passe dans le monde en ce moment? Et ça, vous avez quand même ce goût du sarcasme. Est-ce que vous vous défoulez quand vous écrivez? Disons que, par exemple, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Marc, qui est un patron de think tank. Qui est le petit ami d'Hélène. Le petit ami d'Hélène, et la raison pour laquelle Pierre pense qu'il n'arrivera jamais à conquérir Hélène, parce qu'elle pense que Hélène est très amoureuse de Marc. Et donc, ce garçon qui est, je dirais, qui a un profil qu'on connaît assez bien à Paris, c'est-à-dire patron de think tank, un télo, mais quand même un peu business, qui fait des apparitions médiatiques fréquentes sur des thèmes d'intérêt général, qui est un peu fatigué parce que il dîne avec des ministres, il doit faire des présentations dans son think tank, etc. Et qui se dit, au fond, j'aimerais devenir président de mon think tank, ce qui va finir par arriver fatalement, mais je voudrais aussi quand même à un moment être ministre, mais en même temps, ministre, c'est chiant, parce que bon... Et puis surtout, je voudrais être considéré comme le type qui aura forgé la doctrine socio-économico-politique qui sera à l'œuvre pour les 50 prochaines années, parce que j'aurais renouvelé Alain Mac, quoi. Ah ben, donc c'est un genre d'Alain Mac ou un genre de Mathieu Pigasse? Ou d'Alain Mac, comme ça, ou de Mathieu Pigasse, enfin, bon, bref, ces gens-là. Donc c'est un type comme ça. Et là, effectivement, là, je me suis un petit peu... défoulé. Lâché. Oui, voilà. Lâché. Mais c'est pas bien. Hein, non, on devrait les saisir. Non, mais c'est nécessaire dans l'œuvre littéraire. On n'est pas là pour être gentil, en fait. Non, mais c'est intéressant ça, parce que aujourd'hui, si vous regardez la liste des meilleures ventes, il n'y a que des livres gentils. Oui, je suis d'accord. Et vous ne l'êtes pas dans ce que vous écrivez. Est-ce que c'est pas un problème, ça? Non, je refuse de l'être, surtout. C'est-à-dire que si je suis gentil, c'est parce que je donne au lecteur une vision la plus précise possible de certaines situations, en l'occurrence amoureuses et également d'intérêt social, et que le lecteur peut se dire « Ah ben oui, c'est vrai que ça se passe comme ça, c'est vrai qu'ils pensent ça, c'est vrai qu'ils ont tel sentiment. » C'est une peinture. Donc, ma contribution positive, c'est de faire une peinture. Maintenant, si ce que je peins n'est pas elle est merveilleuse, c'est une femme courage, il y arrive des choses horribles, mais elle fait face avec beaucoup de détermination. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce que c'est une femme et que les femmes, etc., enfin ce genre de truc oui, mais qui marche. Sirupeux et qui marche. Bah, c'est pas ma manière d'être gentil. Ma manière d'être gentil, c'est d'essayer d'être exact. Voilà. Nous avons la rubrique des conseils de lecture. Maintenant, c'est très important. Je vous ai envoyé les questions à l'avance parce que ça, vous serez encore plus brillant. Oui. Et j'aimerais beaucoup que vous nous disiez, par exemple, un livre qui donne envie de pleurer. Graziella. Ah, bah, je le savais. Je l'avais deviné. Graziella, parce que c'est cette histoire impossible, quoi. Oui. C'est une histoire... En fait, oui, c'est une histoire qu'il a eue dans sa jeunesse. Oui. Et il s'en est jamais remis.
Un aristocrate français qui se balade en Italie pour faire son tour d'aristocrate français dans les grands lieux de la civilisation, tombe amoureux d'une fille de pêcheur qui a 16 ans Qui n'est pas du tout de son milieu. et qui n'est pas du tout de son milieu, et donc l'amour est impossible, c'est comme dans le continent masculin. Sauf que la différence, c'est que alors, il ne se passe rien du point de vue charnel, et quand ils se quittent, elle dépérit, elle meurt. Et il la quitte parce que sa mère siffle la fin de la récré et le rappelle au château pour le mariage de sa sœur. Donc, il la quitte pour des pures convenances familiales, et elle meurt parce qu'elle n'est que l'amour pour lui et qu'elle a 16 ans, et que quand on a 16 ans et qu'on n'est qu'amour pour quelqu'un et que ce quelqu'un s'en va, et ben on meurt. Voilà, tout. Et donc, ça se termine d'ailleurs par une visite sur la tombe de Graziella. C'est impossible de ne pas pleurer, mais pleurer profondément. C'est pas forcément pleurer avec des larmes, mais c'est impossible de pleurer, de ne pas pleurer. Sur la pureté de l'amour. Sur la pureté de l'amour et sur le fait que le manque d'amour conduit à la tombe, quel que soit l'âge. Ouais. Un livre pour arrêter de pleurer après Graziella, Alors, pour s'en remettre. vous savez que j'ai énormément bossé, parce que quand j'ai lu la liste de vocations, je me suis dit, la vache, c'est très difficile. Oui, merci. La Chartreuse de Parme, parce que c'est la panacée absolue. Quand on est le genre... enfin, pour moi, la Chartreuse de Parme, c'est l'évangile du chevalier républicain. C'est le... Parce que vous voulez dire, c'est quoi? C'est la vitesse, les cavalcades, l'aventure? Oui. Et puis, c'est que si l'amour a passé dans votre vie, peu importe qu'il ait cessé de passer, voilà, vous êtes au bord du chemin en train de mourir, etc., peu importe, il est inutile de pleurer parce que ceci a existé. Oui. Il y avait comme ça un aristocrate breton qui était sur la charrette pour partir à la guillotine et qui avait dit « Ok, le prochain quart d'heure va être horrible, mais ceci n'ôte pas le plaisir immense que j'ai eu pendant toute ma vie. Ouais. » Voilà. Et donc, Ouais. la Chartreuse de Parme, c'est ça. C'est une excellente philosophie. Oui. Oui. Peut-être que le prochain quart d'heure va être atroce, mais toute la vie avant a été tellement chouette Oui. que je rends grâce, parce qu'en plus, Oui. il était un peu chrétien. Oui, et puis tout ce qu'on a vécu a existé pour toujours. Oui. Ça, ne l'oublions pas, c'est pas juste quelque chose qui est dans le passé. C'est une mémoire qui revient dans l'aujourd'hui. C'est éternel. Contrairement à ce qu'on n'a pas encore vécu, qui n'existe pas. Qui n'est que virtualité sans intérêt. Un livre pour s'ennuyer. Alors, j'adore Balzac, je le mets au plus haut, mais je dois avouer que César Birotteau, et notamment dans toute la partie, les mécanismes judiciaires et la faillite commerciale de César Birotteau, qui dure environ 40 pages dans la Pléiade, c'est vrai qu'il y a de quoi s'ennuyer. Et c'est quand même, et je le dis, je l'ai fait exprès parce que c'est tellement sublime, la comédie humaine. D'ailleurs, César Birotteau, en dehors de ce passage, c'est tellement sublime. Et c'est vrai que ce passage-là, on se demande... Oui. En fait, Que foutait l'éditeur? Non, il devait tirer à la ligne. Coupé. Mais oui, l'éditeur aurait pu couper, franchement. Qu'est-ce que vous foutiez à l'époque? Au nom des... Il est de Pont Rocher, monsieur. Un livre pour crâner dans la rue. Oh, il y en a plusieurs, mais Los Cantos d'Ezra Pound, c'est quand même pas mal. Ah oui. Ça, c'est quand même... Ah, mais c'est pas mal. Ça, c'est bien, parce que les gens sortent un peu toujours les mêmes. Oui. Proust, Ulysse de Joyce. Oui, Mais c'est plus recherché, Ezra Pound. Ah bah oui, et puis surtout qu'en fait, on ne comprend pas Rien. il s'agit de lire. On comprend rien. C'est de la poésie. Oui, c'est de la poésie, mais simplement, en plus, il a un projet très précis, une complexité gothique qui ressemble un peu à un programme pour lancer une fusée sur la Lune, et il faut être capable de lire le programme pour lancer une fusée, c'est incroyable. Donc voilà. Un livre qui rend intelligent? Alors, tout simplement, j'ai pensé à deux, Candide, de Voltaire. Ah oui. C'est prodigieux d'intelligence, parce que c'est l'intelligence qui va au-dessus de la doctrine philosophique, parce que c'est contre Leibniz, donc c'est contre tout est pour le meilleur des mondes possibles, etc. Ouais. Si c'est... Ouais. Et c'est en fait la littérature qui surplombe la philosophie, donc ça c'est déjà extraordinaire. Beaucoup de philosophes vous disent oui, la littérature surplombe la philosophie. Et puis l'autre, bon, mais j'en ai le droit qu'à un. Ah oui, oui, oui. Ils ont des morts de Dostoïevski aussi. Ah oui. C'est extraordinaire comme proposition d'intérêt. Vous lire Souvenir de la Maison des Morts, quand il était en prison. Ouais, Oui, ouais. absolument. Un livre pour séduire. Journal d'un séducteur de Kierkegaard. Ah ouais. Mais oui, mais vous annoncez trop la couleur, là. Vous vous baladez avec ça, vous allez les faire fuir. Au moins, comment dirais-je, on ne trompe pas sur ses intentions. C'est vrai. Journal d'un séducteur. Et puis en plus, c'est super parce qu'on peut rentrer dans
le grand pessimisme philosophique, Oui, mais oui. en même temps la douceur de la relation hétérosexuelle. Enfin, on peut rentrer tout de suite dans des Oui. considérations Oui, on élève le débat. crasseuses Oui. et baies. Ouais. Un livre que je fais semblant d'avoir Ouais. fini. Les deux étendards. Ah, ça, Oui, oui. alors moi, oui, Ça s'assume. oui. Non, mais tout le monde m'avait dit, c'est le livre favori de Mitterrand, c'est fabuleux, c'est incroyable, etc. J'ai commencé à lire ce truc. En fait, je me suis emmerdé. C'est des bourgeois lyonnais pris dans leur jeunesse qui s'échangent des propos sur la civilisation, etc., qui me semblent être un peu des propos de cagneux, en fait. Je pense que c'est un livre de vieux cagneux qui raconte l'histoire de jeunes cagneux. Voilà. Hein. Pardon, Et enfin, le livre que j'aurais aimé écrire. Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Ah. Pourtant, c'est pas du tout dans votre genre, ça. C'est quand même, c'est très, Ouais. très réaliste, fantastique, quoi, Oui, oui, oui. pour vous. Parce que vous êtes plus réaliste, Ouais, mais il y a une, pur et dur. oui, mais il y a une, enfin, une sensibilité surfine. Il y a énormément d'imagination. Et il y a une dimension métaphysique. La scène dans laquelle Ponce Pilate va tous les jours, dans laquelle, pardon, le Christ descend tous les jours un chemin de pierre dans le ciel pour aller voir Ponce Pilate et dit tous les jours à Ponce Pilate, j'ai intercédé pour toi, pour que le péché de m'avoir livré au bras séculier te soit remis. C'est une scène, mais Ouais. la plus belle scène du monde. Ouais, C'est de la littérature Ouais. extraordinaire. Oui, c'est beau. Ben, je vous remercie infiniment, Marin de Viry. L'émission s'achève. On a même été un peu trop long et c'est ça qui est beau, Le montage, mais c'est merveilleux. Et merci également à Arnaud Le Guen d'être venu soutenir Marin dans cette épreuve difficile, Oui. qui consiste à dialoguer chez La Pérouse. Ça, c'est difficile. Les jeunes auteurs, il faut les lancer. Donc cette émission vous était présentée en partenariat avec le Figaro Magazine, le magazine des Haribo, les Aristo-Bohèmes. Je rappelle qu'il faut lire Le continent masculin de Marin de Viry aux éditions du Rocher. Et n'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous allez mourir idiot.